J'ai récemment eu un nouveau colocataire, et toute cette situation n'aurait jamais dû arriver. Mais j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider avec le loyer. Après avoir posté une annonce sur Le Bon Coin, il a éménagé. Il s'appelait Greg, et il m'avait prévenu qu'il avait quelques comportements étranges pendant son sommeil, somniloquie, somnambulisme et terreur nocturne. Le truc bizarre, c'est que j'avais moi-même des antécédents de somnambulisme, mais seulement dans des rares occasions. Je me suis dit qu'on pourrait se comprendre. Le premier incident s'est produit environ une semaine après son emménagement. J'ai été réveillé par des cris au milieu de la nuit. Comme on dormait dans des chambres séparées aux extrémités, opposées de l'appartement, les cris semblaient distants mais suffisamment forts pour me faire une peur bleue. J'ai couru vérifier ce qui se passait. En m'approchant de sa chambre, il a arrêté de crier, alors je suis juste retourné me coucher. Pendant le mois suivant, il n'y a eu aucun problème. J'ai remarqué qu'il n'avait pas d'amis ou de famille qui venaient lui rendre visite. Et je ne l'ai jamais vu ou entendu au téléphone ou en train d'envoyer des SMS. Il était vraiment solitaire, ce qui me rendait un peu mal à l'aise, mais je me suis dit que c'était peut-être juste sa personnalité. Puis, une nuit au hasard, Greg a recommencé à crier. Même chose, je me suis levé et j'ai commencé à aller vers sa chambre, mais il s'est arrêté dès que je me suis approché. C'était comme s'il sentait ma présence même en dormant. Une nuit, j'ai été réveillé par des cris, mais cette fois-ci, il venait de ma chambre. Dans la panique, Jen voyait rien. Alors j'ai allumé la lampe de chevet. Il était là au pied de mon lit portant des vêtements de nuit, un short de sport et un t-shirt. Ça m'a fait tellement peur que j'ai commencé à crier, ce qui l'a réveillé. Il s'est excusé et est retourné dans sa chambre. Je me suis dit que c'était juste un épisode de somnambulisme et que ça pouvait arriver à n'importe qui. Mais 2 nuits plus tard, quelque chose de vraiment terrifiant s'est produit. J'ai été réveillé vers 3 heures du matin par des bruits de cliquetis qui ressemblaient à des outils et des marteaux qui tapaient. J'ai allumé la lumière et j'ai vu Greg agenouillé dans un coin de ma chambre, travaillant sur quelque chose avec ses mains. Ses mouvements étaient méthodiques, précis, comme s'il sculptait ou façonnait quelque chose. Quelques secondes après avoir allumé la lumière, Greg s'est figé complètement. Puis lentement, très lentement, il a tourné le haut de son corps vers moi et m'a regardé fixement avec des yeux complètement vides. Il était là, agenouillé dans le coin de ma chambre, me fixant avec ce regard absent et terrifiant pendant que j'étais couché dans mon lit. J'étais au-delà de la terreur. J'ai lentement glissé hors de mon lit. J'ai pris mes clés et j'ai quitté la maison aussi silencieusement que possible. J'ai passé le reste de la nuit à dormir dans ma voiture sur le parking vide d'une église, quelques rues plus loin. Quand je suis rentré à la maison vers 8 heures du matin, Greg était parti. Tous ses affaires avaient disparu. Ses vêtements, sa brosse à dents, sa valise. Il n'y avait aucun signe de son passage, comme s'il n'avait jamais vécu là. Je ne connaissais aucun de ses amis ou de sa famille, donc je n'avais personne à appeler pour demander de ses nouvelles. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Quand j'ai déménagé à la fin du bail, j'ai commencé à sortir mes meubles de ma chambre. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'horrible. Dans le coin de la pièce où j'avais vu Greg agenouillé pour la dernière fois, la grille d'aération du système de climatisation était desserrée. À l'intérieur de la grille, il y avait une enveloppe. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouverte. Elle contenait une tonne de photos de moi en train de dormir. Des dizaines et des dizaines de photos prises sous différents angles, à différents moments. Sur le dos de chaque photo, il y avait des dates et des heures écrites à la main de son écriture. Certaines photos remontaient à quelques jours seulement après son emménagement. Le seul autre objet dans l'enveloppe était un manche à balai en bois taillé en pointe, aiguisé comme une arme de poing. L'extrémité était parfaitement effilée et lisse, comme s'il avait passé des heures à la travailler. Je crois sincèrement que Greg se préparait à me tuer cette nuit-là et qu'il s'en est rendu compte parce que c'était le Greg somnambule qui allait le faire. Il est parti pour me sauver la vie. Il semble que Greg venait dans ma chambre presque toutes les nuits et qu'il travaillait sur la transformation de ce manche à balai en arme de poing. Je ne l'avais jamais entendu, pas une seule fois, jusqu'à cette dernière nuit où je l'ai vu. Maintenant, je me demande combien de nuits il est resté là, dans le coin de ma chambre, à me regarder dormir tout en façonnant l'arme qui devait me tuer. Et je me demande ce qui l'a empêché de le faire toutes ces nuits-là. Parfois, je me réveille encore au milieu de la nuit, pensant entendre des bruits de cliquetis dans le coin de ma nouvelle chambre, mais il n'y a jamais personne là. Avant de porter un jugement, j'aimerais dire que je n'étais pas dans le bon état d'esprit avant ni pendant cette situation.
Je venais de vivre une rupture particulièrement difficile, une tentative de suicide. J'avais aménagé chez mes parents et puis j'avais subi une agression sexuelle par un ami de confiance. Je n'avais pas un bon jugement et j'étais vraiment au plus bas. Après plusieurs mois chez ma mère et après l'agression sexuelle, j'ai réalisé que j'avais désespérément besoin de sortir de cette atmosphère et d'essayer de me remettre sur pied. J'ai trouvé une maison pas chère à louer et j'ai recommencé ma vie à zéro. Ce n'était pas l'endroit le plus agréable, certainement pas aussi chaleureux et réconfortant que mon ancien logement, mais ça ferait l'affaire temporairement. Peu après avoir emménagé, toujours pas dans le bon état d'esprit et avec un énorme manque de soins personnels, j'ai commencé à utiliser à peu près tout ce qui me tombait sous la main. Beaucoup de psychédéliques, d'acide, de champignons et d'ecstasy. À cause de l'abus de Xanax, il y avait beaucoup de choses dont je ne me souvenais pas complètement, comme mon mariage avec un musicien bassiste que je ne connaissais que depuis 1 mois. Du mois qu'on a passé ensemble, mes souvenirs les plus vifs étaient d'être allongé sur le canapé, à regarder The Office sur Netflix religieusement, tremblant et transpirant entre les achats et les livraisons de mon dealer. J'ai commencé à boire beaucoup et à traîner avec les mauvaises personnes, la foule grunge punk, ceux qui faisaient du couchsurfing la plupart de leur vie, détruisaient tout sur leur passage, ne travaillaient pas et utilisaient généralement les autres, brûlant chaque pont individuel en passant. Comme je n'étais pas en état de me soucier de quoi que ce soit, j'appréciais leur compagnie, et l'un d'entre eux en particulier, que j'appellerais Sideshow Bob, a commencé à devenir ce que je pensais être mon meilleur ami. Il a même porté une robe à mon mariage comme demoiselle d'honneur. Il portait souvent des vêtements de femme, pas parce qu'il était transgenre, mais simplement parce qu'il aimait ça. Certains se moquèrent de lui pour ça, mais je trouvais cool qu'il ne se soucie pas de ce que les autres pensaient. Il semblait vraiment avoir une nature gentille et loufoque que j'admirais. Mais en tant qu'homme qui portait des vêtements de femme, il fouillait souvent dans mon placard. J'aimerais ajouter que Bob avait aussi une très mauvaise hygiène. Il ne portait pas de déodorant, se douchait rarement, et ses pieds laissaient une odeur qui s'est absorbée de façon permanente dans les fibres du tapis et qui est restée même quand j'ai déménagé. Il bondissait souvent du canapé vers 16 heures et se précipitait à son travail de livreur de pizza. Il ne s'arrêtait jamais pour se doucher ou même se brosser les dents. Il se réveillait même et remettait le même uniforme qu'il portait depuis des semaines et qui puait l'herbe bon marché, la graisse de pizza et l'espier. Le jour de l'an 2016, j'ai quitté mon mari de l'époque après un sevrage sérieux et en étant complètement sobre autour de lui, il est devenu évident qu'il consommait de la méthamphétamine. J'en avais 2 soupçons avant, car j'en avais utilisé moi-même quand j'étais beaucoup plus jeune, avec près de la moitié de membres de ma famille. On peut toujours le sentir. Après la séparation d'avec mon mari, j'avais permis à Bob de rester. Il n'avait pas de chambre, il dormait sur le canapé, il ne contribuait pas aux courses ou aux factures, et très franchement, il avait transformé ma maison en un véritable foutoir dégoûtant. Dans la semaine suivant ma séparation d'avec mon mari, Bob est devenu de plus en plus obsédé par l'idée qu'on soit ensemble. J'ai fait très clairement comprendre que je n'avais aucune intention avec lui et que je valorisais notre amitié, sans compter que j'étais sur le point de vivre mon premier divorce et toute la honte qui l'accompagnait. J'ai commencé à éviter la maison, je commençais à l'éviter. Chaque fois que je rentrais à la maison, il était là en larmes. Certains jours, je le trouvais non seulement dans mes vêtements, mais dans mon lit. Finalement, il a quitté son travail pour avoir une meilleure chance de me voir. Il me suivait, de pièce en pièce, exigeant de savoir pourquoi je ne pouvais pas nous voir ensemble. Finalement, je lui ai dit que si ça ne s'arrêtait pas, il devait partir. Mais il a été rapide à me renvoyer au visage que, légalement, il était locataire dans ma maison et qu'il avait besoin d'un préavis de 30 jours. « Je ne vais nulle part, tu es coincé avec moi », il m'a dit. Les choses sont devenues beaucoup plus agressives et j'ai grandi plus mal à l'aise et effrayé de jour en jour. Ses larmes se sont transformées en colère, ses questions se sont transformées en cris. Un souvenir très vif que j'ai, c'est lui me regardant directement dans les yeux, le visage rouge, la salive qui volait, criant « Tu sais, j'en ai tellement marre d'être rejeté par les femmes. » Il n'était plus mon copain de beuverie loufoque, il était quelqu'un avec qui je ne pouvais absolument pas être. Un policier a suggéré que j'obtienne une ordonnance de restriction pour le faire sortir des lieux, ce que j'ai fait. Puis j'ai gardé les portes verrouillées. Ses seuls biens dans ma maison étaient une guitare et un ampli que j'avais placés sur le porche arrière pour le prévenir. Il a immédiatement essayé de s'introduire dans la maison,
donnant des coups de pied à la vieille porte d'entrée avec une telle force que je pouvais la voir commencer à se fissurer au niveau du verrou, laissant des marques de chaussures sombres sur la peinture blanche fissurée. Pendant des semaines, j'ai reçu des visites surprises de sa part. La plupart étaient terrifiantes. Parfois certaines étaient réfléchies. Un soir, il avait un ami commun qui frappait à la porte que j'ai heureusement ouverte, seulement pour qu'il saute rapidement de derrière la porte et tente d'entrer. Après quelques mois, il est passé à autre chose. Il a trouvé une petite amie qui l'a jetée dehors assez rapidement. Il a répondu en la battant jusqu'à l'inconscience et en tentant de lui couper la gorge. Heureusement, un voisin a entendu le remue-ménage. Et Bob s'est enfui rapidement. Tout ce à quoi je peux penser, c'est comment ça aurait pu être moi. Les noms ont été changés pour protéger les décédés et pour l'anonymat. Après le lycée, il y a plusieurs années, j'étais dans une mauvaise passe. Ma tutrice m'avait mise à la porte après la remise des diplômes. Elle ne m'avait pas aidé à trouver un endroit où rester, alors j'ai vécu dans ma voiture pendant quelques mois. J'ai rencontré des gars de heavy metal au travail un jour. Je les avais vus en ville et tous mes autres amis savaient qui ils étaient. Tout le monde les aimait. On est devenus amis au cours de quelques mois et ils m'ont proposé d'emménager avec eux. J'ai accepté. En y repensant maintenant, j'aurais préféré rester dans ma voiture. Mes deux colocataires principaux étaient des frères nommés Jack et Cody. Ils étaient dans un groupe et croyaient aussi à l'occulte et à tout ce genre de choses. Je n'ai jamais vraiment cru à ces trucs. Mais je ne suis pas du genre à dire aux gens ce qu'ils devraient se croire. Ils m'ont fait vivre avec eux sans loyer pendant plusieurs mois. Alors qui étais-je pour me plaindre? Étant la seule femme dans une maison pleine de jeunes hommes, je regardais toujours par-dessus mon épaule. On ne sait jamais à qui on peut faire confiance. Il s'avère que j'avais raison de m'inquiéter. Au fil du temps, leurs amis ont commencé à rester avec nous pour des périodes plus longues, parfois des semaines. Leurs amis étaient un autre groupe de frères avec qui ils étaient allés à l'école. Il y avait 5 frères au total, mais seulement 2 restaient avec nous de façon constante. Le frère cadet, Sam, était très poli. Il nettoyait après, lui-même, et aidait toujours avec les tâches ménagères. L'autre frère, Kevin, avait une liste longue comme le bras de problèmes mentaux. Il avait apparemment pris de mauvaises drogues dans le passé, et cela avait évolué vers ce qui ressemblait à une psychose de type religieux. Il avait fait du temps en prison pour avoir agressé une femme avec la Bible. Il vous regardait souvent, dans les yeux pour vous dire qu'il pouvait voir comment vous alliez mourir. Une fois, il m'a dit que j'étais possédé par un démon et que j'avais besoin que mon âme soit purifiée. Tout le monde dans la maison savait qu'il avait ses problèmes, mais c'était leur ami. Il l'avait aidé à traverser les moments difficiles et lui avait donné un endroit où rester, sinon il aurait été dans la rue. J'étais toujours sur mes gardes autour de lui après les choses qu'il m'avait dites. Personne d'autre ne semblait être aussi inquiet que moi. Ils auraient vraiment dû l'être. Un jour, je dormais quand mon téléphone a sonné. C'était mon patron qui me demandait si je pouvais venir au travail 1 heure plus tôt. Il n'était que midi. J'étais fauché et je n'avais rien de mieux à faire. Alors j'ai dit oui. Je me suis levé et j'ai commencé à me préparer pour partir. J'ai marché dans le salon pour voir Sam et Jack assis sur le canapé pendant que Kevin était assis par terre près de la télé. Il regardait des vidéos des scriptures sur YouTube, des trucs vraiment apocalyptiques. C'était assez courant, alors j'ai vaqué à mes occupations. J'ai juste dit au revoir et je suis parti au travail. Mon service au travail était presque terminé quand le téléphone a sonné. Mon patron a répondu, m'a tendu le téléphone et a dit « Pour toi ». J'étais juste caissière, alors j'ai supposé que c'était un ami qui n'arrivait pas à me joindre sur mon téléphone. J'ai répondu au téléphone et j'ai entendu la voix d'un homme que je ne reconnaissais pas. « Bonjour. Ici l'inspecteur Nelson. Il s'est passé quelque chose dans votre appartement aujourd'hui et nous avons besoin que vous veniez au commissariat pour en parler. » Je suis parti du travail immédiatement. J'avais supposé qu'un des frères avait été arrêté pour trafic de drogue ou quelque chose comme ça. J'avais très tort. Je suis arrivé au commissariat et on m'a fait entrer. Un officier m'a escorté dans une petite pièce froide avec une caméra. Il m'a donné une bouteille d'eau et m'a laissé seul pendant environ 30 minutes. Mon esprit s'emballait en pensant à ce qui aurait pu se passer. Il est revenu et m'a informé que Kevin avait poignardé et tué Jack vers 13 heures. J'étais choqué. Je venais de quitter la maison 1 heure avant que ça arrive et tout semblait normal. J'ai demandé s'il y avait eu une bagarre. L'inspecteur m'a informé qu'il n'y avait pas eu de bagarre, mais que ça semblait s'être passé de nulle part, sans aucune provocation. J'ai donné ma déclaration à la police et je suis parti sans nul. Par où aller?
toujours sous le choc et complètement confuse. Notre appartement était une scène de crime. Alors je suis allé chez un autre ami pour regarder le reportage aux informations, puisque la police ne me donnerait aucune information sur l'affaire. Au cours des jours suivants, l'information a commencé à être divulguée. Kevin n'avait pas seulement poignardé Jack une fois, pas deux fois, mais il l'avait poignardé encore et l'avait presque décapité. Après le meurtre, il a couru dans la rue, en tenant toujours l'arme du crime. Il a appelé le 911 et leur a dit ce qu'il avait fait. J'ai regardé le reportage avec horreur. Nous savions qu'il était instable, mais ça, il avait pleinement avoué le meurtre brutal et avait fourni à la police ses carnets. Il avait apparemment prévu de tuer tous ses frères, mes colocataires et moi. Il pensait que nous étions possédés par des démons et que c'était la seule façon de nous libérer. Heureusement, aucune de ces autres victimes prévues n'était là ce jour-là. Sam a malheureusement été témoin du meurtre, mais a heureusement pu s'échapper. Si je n'avais pas reçu cet appel de mon patron, je peux honnêtement dire que je ne serais pas vivante aujourd'hui. Il y a un peu plus de 10 ans, peut-être même plus, ma famille de 5 personnes a accueilli avec joie mon oncle, le frère de ma mère, dans notre maison comme colocataire. Nous l'appellerons David pour les besoins de ce récit. David, qui avait plus de 40 ans à l'époque, était très gentil au début. Il était aussi travailleur et gardait pour lui-même pendant la plupart des années qu'il a passées dans notre maison. Il a toujours été vraiment intéressé par la technologie et les dispositifs d'espionnage. S'il avait une caméra ou pouvait écouter et enregistrer, il s'y intéressait vivement. Il était assez discret sur sa chambre et ses ordinateurs, et nous n'avons jamais envahi son espace personnel parce qu'il ne nous a jamais donné de raison de le faire. Au fil du temps, je dirais 6 ans, nous avons remarqué que son comportement devenait un peu plus introverti et privé. Il était extrêmement déprimé et paranoïaque, mais il refusait d'aborder ses problèmes. Alors nous l'avons laissé tranquille, pour la plupart. Autant que je sache, il était impliqué dans des forums de discussion et des dispositifs d'écoute. Il a commencé à boire assez lourdement et volait parfois les médicaments sur ordonnance de ma mère pour planer. Encore une fois, ces choses étaient assez sporadiques et personne dans la maison ne savait vraiment comment aborder son comportement, qui s'aggravait. Mon père le questionnait occasionnellement sur ses actions. Nous n'autorisons pas l'alcool dans la maison parce que mon père avait l'habitude de lutter contre l'abus de substances lui-même et qu'il vit sobre depuis assez longtemps. Maintenant, quoi qu'il en soit, nous lui avons donné un ultimatum, arrêter de boire ou partir. Ça a marché pendant un certain temps, mais il se cachait juste de nous quand il buvait, s'enfermant dans sa chambre au sous-sol pendant des heures, parfois même des jours. Nous savions qu'il buvait cependant, parce qu'à des heures aléatoires de la journée, on pouvait entendre de cris alimentés par la colère venant de sa chambre au niveau du sous-sol, ou de la musique technoforte qui cognait jusqu'à minuit. Les 2 dernières années spécifiquement ont été vraiment hostiles et étranges entre lui et notre famille. À chaque fois qu'il rentrait à la maison, il était très intoxiqué et prêt pour le lit. Aucun de nous n'interférait parce qu'il n'était pas inhabituel de se disputer avec lui à propos de son comportement bizarre et de sa consommation excessive d'alcool. J'étais une femme de 19 ans à l'époque et mon père avait plus de 45 ans. Il est devenu vraiment hostile envers nous deux. Il achetait beaucoup de dispositifs étranges conçus pour écouter ou regarder, ce qui nous rendait tous intensément mal à l'aise et tendus. Mon père m'a dit qu'une fois il était rentré à la maison avec ses nouvelles lunettes de soleil et avait dit avec excitation à mon père qu'elles étaient vraiment géniales pour regarder les gens et qu'il avait passé toute la journée au parc à épier les étrangers. Je ne crois pas qu'il avait des intentions malveillantes envers qui que ce soit, mais sa fascination pour l'espionnage était honnêtement inquiétante et un gros signal d'alarme. Nous avons exigé qu'il parte et qu'il cherche une résidence ailleurs. Nous lui avons donné une date limite et lui avons même offert de l'aide pour trouver un nouvel endroit où vivre. Il nous a ignorés pendant des semaines et a pratiquement refusé de quitter notre maison. Ma mère ne savait pas comment gérer la situation, surtout parce que c'était son propre frère. Elle avait l'impression qu'on avait trahi notre famille ou qu'on l'avait abandonné. Quoi qu'il en soit, il n'était pas inhabituel de trouver de petits dispositifs étranges partout dans la maison qui étaient absolument inexplicables si vous ne les aviez jamais vus auparavant. Des choses comme des dispositifs de suivi de mouvement, des caméras infrarouges ou des micros qui enregistraient tout audio qui se produisait dans la pièce où ils étaient placés. Il avait aussi le contrôle de notre Wi-Fi, et je suis positive
qu'il avait accès à notre historique de recherche de navigateur ou aux informations liées au Wi-Fi en général. Si nous le confrontions à propos de son comportement ou lui demandions de faire ses bagages et de partir, il nous menaçait. Il disait toujours des choses comme « Je vois tout ce que vous faites. J'ai entendu ce que vous avez dit l'autre soir. » Bien que ne sachant jamais quel genre d'informations il essayait de nous faire chanter avec, nous étions tous très mal à l'aise avec l'idée que notre vie privée soit violée. Mon père voulait tester David et voir s'il utilisait des dispositifs dans notre maison pendant qu'il était loin de la maison. Mon père attendait que David parte le matin pour aller au travail, puis mon père coupait le Wi-Fi, parfois même le disjoncteur pour voir s'il réagirait pendant qu'il était loin de la maison. Effectivement, David revenait à notre maison immédiatement et le questionnait « Pourquoi le Wi-Fi est-il coupé? Pourquoi l'électricité est-elle coupée ?» Mon père lui demandait comment il savait que le Wi-Fi était coupé pendant qu'il était loin de la maison. Comportement étrange, inutile de le dire. Chaque fois que mon père faisait ça, il revenait à la maison immédiatement pour récupérer le Wi-Fi et ses dispositifs. S'il était à la maison et que le Wi-Fi tombait en panne, cet homme faisait la crise ultime. Tout le monde subissait un interrogatoire sérieux et était bombardé d'accusations concernant les dysfonctionnements du Wi-Fi. Il a commencé à menacer mon père spécifiquement et il lui montrait ses dispositifs d'espionnage bizarres qu'il avait achetés. David plaçait le dispositif contre le mur et il pouvait entendre quiconque parlait dans toute la maison. Même les chuchotements les plus faibles pouvaient être entendus par le dispositif.